Bonjour à tous, je suis Jean-Jacques Maillard. Merci de nous écouter dans l'émission Lecture sur MM Radio avec Angela Potti. MM Radio. L'objectif de cet ouvrage est une compréhension. Comprendre par la raison et ou par l'expérience que, face à l'ampleur des défis actuels, devenir plus sage est une voie privilégiée. L'intégration de cette compréhension induit une transformation profonde. Ce livre est une invitation à s'inscrire dans ce chemin de transformation. La sagesse peut être définie comme la capacité d'individus à faire preuve d'un jugement et d'un comportement droit, sûr et averti en termes de point de vue, de décision et d'action. Vous savez par l'expérience que cette sagesse se développe par le biais de la réflexion, qui commence dès le plus jeune âge, pendant les études, puis à l'âge adulte. Ce qui est exploré dans ce livre est une autre voie, celle de l'expérience, en dehors de toute considération intellectuelle. Un second chemin de sagesse qui n'exclut pas le premier. Nous nous retrouvons pris au piège dès que nous ne développons que d'autres intelligences que l'intelligence rationnelle et intellectuelle. En effet, cette vision mécaniste nous a certainement permis d'acquérir plus de maîtrise sur l'univers d'un point de vue technologique, mais non pas plus sur nous-mêmes, et nous sommes isolés de tout. Marc Alevi, physicien de la complexité. Pourquoi le choix de cet extrait, Jean-Jacques Maillard ? Pour faire comprendre effectivement ce qu'est ce livre, à quoi il veut amener les gens, effectivement, une sagesse non intellectuelle, effectivement. Le monde est dans une complexité, effectivement, le nombre de données qui augmente de façon radicale, le nombre d'interfaces avec les individus, les entreprises, et le fait que il y a des technologies qui sortent, qui vont créer des changements disruptifs, complètement, qui vont changer radicalement la société. Le fait de changement au niveau des règles, au niveau de la concurrence, etc., qui sont aussi... Donc, le monde change radicalement avec beaucoup de données, et effectivement, par rapport à ça, la seule solution, c'est la sagesse. Il faut être plus de sagesse. D'accord. Alors, Sagesse en entreprise, c'est le titre de votre ouvrage, Vers un leadership durable. Votre dernier ouvrage, un livre plutôt d'enseignement, de partage d'expériences, de cas et d'exercices que guide vers des solutions comme je m'y attendais. Pourquoi une telle direction ? Parce qu'effectivement, j'étais avant dans le conseil. Très tôt, je me suis dit à 50 ans, je partirais vers d'autres choses, effectivement, ce que j'ai fait. Ouais. Et la spiritualité était très très tôt dans ma vie, effectivement, et je considérais que l'entreprise était une base de progression également. Il faut que les gens se mûrissent dans l'entreprise, ça fait progresser. Oui. Et j'avais dit les présidents que j'ai rencontrés que dès que j'aurais 50 ans, je partirais. Ce que j'ai fait. Et à l'époque, j'ai créé des cours sur le bouddhisme, en l'occurrence, j'étais bouddhiste à l'époque. D'accord. Qui étaient ouverts à tous. Des retraites également, déjà non conceptuelles, non intellectuelles, là aussi, pour toutes les gens, les athées, les agnostiques, les religieux, quelle que soit la religion. D'accord. Et ensuite, je suis retourné à l'entreprise où je travaillais, et je me dis, oh là là, je trouvais qu'il y avait de vrais problèmes dans la souffrance des gens, la pression, etc., des décisions qui étaient, waouh, à chaque fois, bon, le problème, je réduis les coûts, quoi, puisqu'ils ne réfléchissent plus, quoi, donc d'accord. Donc je me suis dit, il faut effectivement faire quelque chose pour les entreprises. Donc j'ai lancé effectivement une association qui est sur une base de développement effectivement de cette sagesse dans les entreprises, sur une base sans but lucratif, effectivement, je suis bénévole là-dedans, etc. C'est franchement, effectivement, aider les gens. Oui, ça fait du bien, ça équilibre. Absolument. Votre livre est toutefois une forme de manuel, puisque vous y avez inclus à chaque début de chapitre des bouts de votre vie, et puis à la fin de ceux-ci, des exercices à réaliser. Alors j'imagine très bien que vous désirez que les lecteurs, en vous lisant, aient une prise de conscience pour le bien de l'entreprise, c'est le but, et au-delà qu'ils aient une mise en pratique constante, c'est ça ? Absolument, c'est-à-dire que leur faire comprendre, c'est le même principe que je fais des présentations dans les entreprises gratuites. Le principe, c'est dans cette présentation, il y a des exercices simples pour comprendre que nos comportements naturels sont tout à fait avec des lacunes, effectivement, posent des problèmes. Et exercice simple qui permet de voir qu'avec des simples choses, on peut sortir de ces problèmes. Tout à fait. Voilà, c'est ça le principe. Donc c'est bien d'ingurgiter toute cette intelligence, mais il faut la mettre en pratique après. Et de comprendre. Oui, aussi. Comprendre. Après, il y a tout un processus. Moi, je crée des stages pour ça. Oui, exactement. Je crée des stages pour ça, pour qu'effectivement... les gens puissent facilement adapter, parce que c'est vrai que c'est facile à dire, mais bon. Eh oui. C'est toujours plus facile à dire. Alors pourquoi avoir choisi la sagesse dans le leadership pour évoquer les problèmes que peut
peut rencontrer le cadre entreprise et ses défauts, plutôt que des sujets tels que la communauté contre l'individualisme ou la réflexion contre l'automatisme dans les processus et tant d'autres thèmes. Il y a deux choses principales que vous évoquez. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des automatismes. J'évoquais celui qui toujours dit on va réduire les coûts. J'ai une entreprise américaine, repris 3 fois. Alors, oh là là, bon, on va réduire les effectifs, on va augmenter les objectifs. Donc, là, on se dit, mais ils réfléchissent ou pas? C'est ça. Donc, on sacrifie l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la pression, il y a une pression immédiate. Des chiffres. Et cette pression, effectivement, fait qu'il y a moins de réflexion. Même cette sagesse intellectuelle est beaucoup moins là. Et en plus, si je fais une réduction des coûts, tout le monde va comprendre que, etc. Donc, voilà. Mais ceux qui sont à la tête, j'en rencontre qui me disent, mais je fais ça, mais je comprends que je ne crée pas de sens, alors qu'en tant que dirigeant, j'aimerais créer du sens. Et c'est sûr que ça ne crée pas de sens. Donc, cette perte de sens crée aussi un manque de motivation chez l'individu, crée une pression, etc. Donc on est sur un système qui, alors qu'effectivement le monde devient complexe, il devrait supposer que l'entreprise s'intègre dans cette complexité, qui plus est dans l'aspect durable, effectivement. Si chaque entreprise va vers un intérêt personnel en niant totalement ce qui est à l'extérieur, ça va pas aller, quoi. D'accord. Donc il faut absolument que l'entreprise comprenne le système dans lequel elle est et qu'elle son travail correspondent effectivement à ce système, à la progression de ce système. Tout à fait, il faut connaître la vision aussi pour cela. Il faut absolument la vision de l'entreprise, mais effectivement cette pression court terme, c'est un des dilemmes de l'entreprise. La pression court terme et cette nécessité d'éclairer, ça paraît contradictoire. Et l'intérêt du non-conceptuel, c'est effectivement de sortir de ces dilemmes, d'être capable d'être au-delà de ces dilemmes, de transcender ces dilemmes. D'accord. Donc c'est à la fois le fait d'être capable d'être en présence à cette complexité, on peut parler de cela, également de la sortie des dilemmes, le fait de transcender ces dilemmes. Oui, c'est pour ça que beaucoup conseillent notamment que quand on a des problèmes express à gérer dans l'entreprise, la meilleure des solutions pour prendre une bonne décision, c'est souvent de se mettre à l'écart. Oui, prendre un temps. C'est tellement bête, mais... Un peu de recul. Voilà, exactement. Un peu de recul. Allez, pas en vacances, mais... Ouvrir un peu. C'est sûr que sous pression, c'est sûr qu'on se réduit à quelques automatismes. Oui, exactement. Et ces automatismes, au niveau du cerveau, sont, pour l'essentiel, viennent d'âges très anciens et ne sont pas du tout adaptés à l'actualité. On a carré le stress, quoi. Le stress... les gens sont sous une pression, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'eux, ils se la mettent aussi, c'est-à-dire qu'il y a une pression, mais c'est l'individu qui augmente ça au niveau égotique. Il faut que je fasse ça, etc. Et cette pression-là nuit au fonctionnement de l'individu. C'est vrai. D'accord. Et en plus, ce stress qui est créé, qui est le fait de dire il y a certains éléments de ce que je considère comme jeu sont en souffrance, en difficulté, est totalement absurde, quoi. Ce qui se passe, c'est totalement en permanence, ça change radicalement. Et si on apprend à sortir de ce stress, et là on revient en intelligence de la situation. Lorsqu'on est sous stress, on n'est plus intelligence. C'est vrai. On n'est plus du tout intelligence, on part sur des bases qui sont de culpabilité, de rumination, etc., ou d'autres bases, mais qui font qu'on n'est plus du tout en contact avec les choses telles qu'elles sont et plus en intelligence de... Oui, c'est vrai, et puis notre vision devient plus serrée, on va dire, étroite. Absolument. Dès qu'on a une pression égotique, exactement, la pression, la vision se réduit. Donc la sagesse, c'est le top de la pyramide, avant tout le reste. Le top de la pyramide. Oui, c'est ça. Alors on le sait, enfin je l'espère pour tous, que la sagesse fonctionne parfaitement avec l'intelligence dont vous traitez dans votre introduction. Vous citez le physicien Marc Lévy que vous avez lu dans votre extrait qui dit « Nous retrouvons prise au piège dès lors que nous ne développons pas d'autre intelligence que l'intelligence rationnelle et intellectuelle. » Puis vous parlez de l'expérience comme une des composantes de l'intelligence, en plus de l'expérience rationnelle, intellectuelle et expérientielle, surtout quand cette dernière est répétitive. Je vous ai bien lu. Absolument, je vous en félicite. C'est ça, merci beaucoup. Nous savons qu'il existe, selon le psychologue Howard Gardner, une diversité de formes d'intelligence. Alors, de quelles autres formes d'intelligence avons-nous besoin pour que la sagesse en entreprise soit active et efficace ? Donc,
la sagesse intellectuelle et la sagesse non intellectuelle ne sont pas incompatibles. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le flow, par exemple, on pourra en parler effectivement, le flow, c'est l'action optimale. L'action optimale, c'est-à-dire qu'on est en présence à une expérience radicale en termes d'ouverture et en présence également à l'ensemble des capacités de façon non intellectuelle. Et les deux s'articulent par rapport à l'action, la décision, etc. C'est le flow. Et dans le flow, effectivement, on passe d'une base de joie incroyable où on a une participation à la vie, on est en conscience du système global, quoi. Et ça, cette participation à la vie fait que le fait égotique, le fait de se considérer comme différent d'eux part, et sur la base non de elle, on est dans le système et cette action se développe dans le système, d'accord. Mais lorsque l'action se développe, bien sûr, elle profite de l'ensemble des capacités, y compris intellectuelles. Tout à fait. D'accord. Imaginez un golfeur qui est dans le flow, qui connaît rien de golf, ça va pas bien se passer, même s'il est dans une base non intellectuelle. Tout à fait, d'accord. Les deux s'articulent. Donc l'ensemble des capacités vont nourrir cette base non intellectuelle. Oui. Vous avez des exemples d'intelligence justement dont on parle, ces formes? Bien, par exemple, mais je citerai effectivement aussi. Quelqu'un qui a fait des études au niveau de la psychologie positive, qui a fait des études sur le fait des dilemmes. Il dit par exemple, lorsque les gens sont dans le flow, ils sont à la fois sur une base d'ouverture, de créativité, mais également sur une base de rationalité. D'accord. C'est pour prouver qu'effectivement on n'est pas sur cette différence. Donc il a fait des tas d'études sur des comportements, sur des aspects de dilemme, effectivement. D'accord. Mais cette base en intellectuelle va permettre de développer de dépasser effectivement les dilemmes quels qu'ils soient, y compris par rapport à des principes effectivement, par exemple qu'on évoquait, court terme ou vision. Tout à fait. D'accord. Souvent en entreprise, on est l'un ou l'autre. Donc on fait une pression court terme sur l'individu, tu n'as pas d'objectif, t'es viré, et on fait une présentation avec l'équipe de foot ou de rugby en disant voilà, il faut être sur une base d'équipe. Voilà. Donc on est là ou l'autre, etc. Ça prend pas de sens. Il faut transcender ça. Sinon, certains disent, mais ça, ce qui monte sur les équipes, ça prouve qu'on n'est pas du tout là-dedans, au contraire. En gros, si je comprends bien, c'est qu'il faut aller au-delà. Par exemple, si je reprends votre exemple du golfeur, s'il met en pratique ce qu'il a appris dans l'intellectuel, il va forcément avoir un blocage quelque part. Alors que s'il s'ouvre... Il va être sur un choix. Il va dire, tiens, je vais faire ça. Voilà, exactement. D'accord. Je vais appliquer tel truc. Voilà. Or, s'il est sur une base intellectuelle, l'ensemble des capacités vont être disponibles et on a une capacité au cerveau que d'articuler tout ça pour avoir la meilleure solution par rapport à la situation. Tout à fait. Donc on a les émotions, on a l'environnement. Tout est là. On a les motivations sont là. Oui. Tout à fait. Alors, page 91, dans le chapitre intitulé « L'œil de la sagesse », vous parlez justement de l'intelligence collective, qui, je trouve, est de plus en plus rare dans le cadre de l'entreprise et qui pousse à la motivation individuelle. Alors, est-ce que la culture d'entreprise, juste de plus en plus évoquée dans les médias business ces dernières années, pourrait être une solution au remède de l'individualisme si celle-ci est bien menée, pensez-vous? Oui, il faut sortir de cet individualisme. Même prenez une réunion où chacun est sur une base individuelle, vous vous demandez à quoi sert la réunion. D'accord. Même au plus haut niveau. J'avais un président qui me disait, les stakeholders, effectivement, que ce soit les syndicats, que ce soit... stakeholders, les actionnaires. Au plus largement, tous ceux qui ont une influence sur l'entreprise. Donc ça peut être les clients, ça peut être les actionnaires, effectivement. Tout ça sont des stakeholders. Effectivement, si dès que a un pouvoir sur les autres, il tire la couverture à lui, l'entreprise est mal partie. C'est ce qu'il disait, et il me disait, mon rôle en tant que président est de faire que l'ensemble des acteurs comprennent qu'ils participent au développement de l'entreprise. D'accord. Et cette compréhension de cette participation, elle crée une motivation plus forte. Il y a plus de joie et du coup d'investissement si je participe à quelque chose qui est collectif que sur une base individuelle. Exactement, oui. Je sers à quelque chose. On sert à quelque chose et donc la motivation est forte, donc l'action sera plus engagée. Tout à fait, exactement, sur le long terme et on sera plus motivé. C'est ça la culture d'entreprise du coup? Créer une cohésion. Il faut qu'il y ait une cohésion. Il faut qu'il y ait, mais pas une cohésion au sens je la crée. L'individu se considère comme participant à quelque chose qui le dépasse et en joie de participer à
ça. Oui, on a un rôle quelque part. Et oui, on sert prenez les entreprises libérées. On est sur cette base où effectivement les individus se sentent responsables d'eux, complètement investis d'eux dans ce groupe. Et ça fonctionne de façon incroyable. Oui, ça donne plus envie de venir au boulot le matin. Absolument, les gens s'investissent même au-delà du temps. Exactement. Parce qu'ils sont heureux de participer à cela. Tout à fait, ils ont envie que tout le monde progresse. Tout à fait. Exactement. Alors porter ses pensées vers l'humain est-il un bon moyen pour favoriser la culture d'entreprise et même la culture d'équipe ? L'humain, oui, le fait de la bienveillance, c'est quelque chose qui est surprenant dans l'entreprise. Oui. Mais si on est sur la bienveillance, on sera sur une base de confiance. Oui. La confiance, c'est quelque chose qui va permettre de fonctionner sans ces contrôles permanents, sans ce truc qui nuit complètement alors aussi à la performance. Et si j'ai pas confiance en quelqu'un, là aussi il va se dégrader. C'est vrai. D'accord. J'ai un exemple d'une femme que j'ai connue dans ses stages. Sa chef mettait une pression incroyable sur son incapacité alors qu'elle était archi diplômée. Et progressivement elle était de moins en moins capable. Au bout de quelques temps, elle était même incapable de faire des choses simples. Oui, il y a une forme de destruction. Une forme de destruction, mentale, de non-confiance. C'est-à-dire que cette non-confiance en l'autre va induire une non-confiance de l'individu en lui-même. Et là, tout se dégrade en termes de capacité. On n'a pas cette dynamique globale. Et la confiance, c'est une forme de foi, de confiance. Si vous n'êtes pas sûr, supposez que vous vouliez aller à Bordeaux, par exemple. Vous n'êtes pas sûr de l'existence de Bordeaux. Vous n'êtes pas sûr qu'il y a un chemin pour aller à Bordeaux. Vous êtes capable d'aller à Bordeaux. Vous n'avez pas pu aller vite. D'accord. La confiance, c'est tout ça, effectivement, en soi, dans ce vers quoi on va, dans la capacité d'y aller. Cette confiance, elle est là, mais ça fonctionne de façon incroyable. Si elle n'est pas là, mais oui, ça fonctionne aussi dans l'environnement de l'entreprise, du coup, parce que on est dans un cadre, on le subit tous les jours, on reste même plus longtemps avec ses collègues qu'avec sa famille. Si on vient dans un environnement où on n'a pas confiance en qui que ce soit et on ne sait pas ce qui va nous attendre quand on arrive, c'est un peu plus délicat. Et ça peut aller jusqu'à une recherche de protection individuelle qui est automatique un peu. C'est ça. Moi, je me rappelle d'une fois, j'en parle au livre, je crois. J'étais encore consultant et on faisait une proposition avec un gros cabinet, très gros cabinet international, grosse boîte qui n'était pas uniquement sur le conseil. Et le mec prenait beaucoup de notes dans une réunion. Vous en avez parlé. C'est ça, absolument. Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est toutes ces notes? C'est ça. Il dit, c'est pour prouver que si on perd le contrat, je ne suis pas responsable. Tout à fait. Là, c'est autre chose, là. Voilà. Il n'y a pas la confiance dans, et du coup, je me protège. Et puis, c'est naturel d'une certaine manière. C'est naturel, mais ça, pour l'entreprise, est-ce que c'est vraiment une voie à promouvoir? Alors, un des chapitres que j'ai trouvé très intéressant et tellement réel, actuel aussi, est celui qui s'intitule Partage sur le passage du jeu au nous. Page 73, vous parlez de ces frustrations dont on parle en plus, que vivent les employés causés par des abus d'autorité, comme le fait d'annuler une réunion que toute l'équipe a préparée pendant des semaines. Mais pour en avoir fait l'expérience, cet abus peut être conscient comme inconscient. Et toute cette anxiété qui en découle, ainsi que ce bouleversement d'émotions qui donne naissance à des changements de comportement dont on vient de parler au sein de l'entreprise, sont pour la plupart dus à un manque et à une crainte de communiquer. Alors la sagesse, c'est aussi communiquer et oser communiquer pour le bien commun, quoi qu'il puisse en coûter. Et oui, ça va aller même au-delà de la communication. C'est-à-dire que quand on parle de non-dualité, c'est aussi la non-dualité entre soi et l'autre. C'est vrai. Non-dualité entre soi et l'autre, c'est qu'on se perçoit comme élément du groupe. Tout à fait. D'accord. Donc, il y a des étapes de progression. Bien sûr, il faut être jeu avant de passer au nous. Il faut que ce jeu soit conscient de. Et lorsqu'on passe au nous, là, on fonctionne au niveau système. C'est vrai. J'ai un président qui me disait, j'aime recruter des personnes, des managers qui ont plusieurs enfants. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est intéressant. C'est intéressant, oui. Et ça croise avec une jeune femme que j'ai eue récemment, qui me dit, depuis que j'ai un deuxième enfant, je ne suis plus sur une base de l'un et l'autre, je suis carrément au niveau de l'ensemble. D'accord. Donc, ça fait comprendre ce que disait le président à l'époque. Tout à fait. De passer à ce niveau où j'agis au niveau du système. Et effectivement, des témoignages que j'ai sont magnifiques, de gens qui comprennent ce qui se passe au niveau du système et agissent à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, il faut d'abord être conscient de son appartenance à un groupe, on va dire l'entreprise. Il faut être conscient d'eux, et ensuite, cette appartenance va se créer naturellement dès que je passais sur une base de non-dualité. Exactement, d'investissement. C'est une simplicité incroyable. Tout à fait, c'est vrai. Mais pour cela, il faut aussi que l'environnement où nous sommes nous mette, comme vous dites, en confiance. Alors,
Parmi ceux qui viennent dans ces stages, qui soutiennent ce livre, certains sont seuls de l'entreprise. D'accord. Et pour autant, ils seront, eux, dans une progression radicale dans leur fonctionnement dans l'entreprise et dans leur bien-être par rapport à ça. Ils seront à la fois sur un meilleur fonctionnement qu'ils apprécieront largement plus et sur une satisfaction de ce fait-là. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de la bienveillance tout à l'heure. C'est le sujet de votre chapitre qui débute page 101. Alors, comme on disait, c'est facile à dire. C'est difficile à pratiquer sur la durée. Quand on se fait malmener, quand nous n'arrivons pas nous-mêmes à établir et au bon moment des limites que les autres ne doivent pas dépasser afin de ne pas tomber dans l'abus, notamment. Alors, est-ce qu'il est réellement possible de pratiquer la bienveillance en entreprise sans se faire, entre guillemets, écraser ? Ah, c'est une bonne question. La bienveillance. Ah, c'est dur. La bienveillance, c'est pas le béni oui. C'est pas le fait du sourire à quoi qu'il se passe. Oui. Regardez une mère avec son enfant, elle est naturellement bienveillante, mais elle n'accepte pas tout de l'enfant. C'est vrai. Elle va le recadrer par amour par l'enfant. Donc elle est sur une base de bienveillance, mais bien sûr elle recadre. D'accord. Le majeur qui dysfonctionne, bien sûr il faut le recadrer. Oui. En étant bienveillant avec lui dans ce recadrage. D'accord. On peut même effectivement licencier quelqu'un sur une base de bienveillance. Oui, c'est vrai. Et il le vivra de façon radicalement différente. D'accord. Cette nature de la relation, il y a des études qui ont été faites sur des augmentations. Peut-être j'en parle. Dans votre ouvrage, dites-moi, je vous dirai. Des études ont été faites sur des gens qui sont augmentés. Certains sont augmentés de 0% avec quelqu'un qui est en grande sympathie. Oui, vous en parlez. Voilà, c'est bien. C'est ça. Et les autres sont augmentés de quelques pourcents avec quelqu'un qui est très froid dans le rapport. Oui. Les premiers vivent infiniment mieux ce qui s'est passé. Ils considèrent qu'ils sont mieux considérés dans l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que le fait de ce qui est à faire par rapport à l'autre va dépendre totalement de la façon dont je perçois l'autre. Donc je peux être sur une base de recadrage, même fort. Si la bienveillance est derrière, ça sera bien pris. Et donc du coup, est-ce qu'il faut qu'on soit aussi bienveillant d'abord avant nous-mêmes, avant que d'apprendre à être bienveillant avec les autres quand même ? C'est un vrai problème à l'Occident. C'est-à-dire que souvent, les Occidentaux manquent de bienveillance par rapport à eux-mêmes. Et sans cela, la bienveillance par rapport à l'autre a très peu de chances de développer. Donc effectivement, dans de ce que je propose en termes de méthode, je propose de commencer par la bienveillance pour soi, qui est première. Le fait de comprendre ce qu'est la bienveillance par rapport à soi va permettre effectivement. Si on n'est pas en sympathie par rapport à soi, difficile d'être en sympathie par rapport à l'autre. Tout à fait. Oui, ça sera une espèce de bienveillance actrice un peu jouée et qui va être limitée. Et je suis bienveillant par rapport à l'autre. Lorsqu'on n'est pas une base non-duelle, il n'y a plus de différence entre soi et l'autre. Cette notion de bienveillance, je suis bienveillant par rapport aux autres, c'est très très bien. Et le fait d'être au niveau de l'ensemble des êtres qui bénéficient de cette bienveillance que j'aimais, c'est radicalement différent et infiniment plus fort. Il faut aussi qu'elle soit naturelle aussi, du coup. Bien sûr, elle ne peut être que naturelle. Elle ne peut être que naturelle. Pour durer. Mais du coup, je reviens sur ma question, parce que ça va aussi avec, pour être bienveillant, pour que les autres, pour que les autres puissent pas comprendre, mais considérer notre bienveillance. Et pareil pour la sagesse, la communication, c'est important. Ça veut dire que oser communiquer. Alors, le principe est d'être dans le flow. Dans le flow, vous êtes en présence simple, l'ensemble des capacités sont là, la perception de l'environnement est là, et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de décider à prendre la parole ou pas la prendre comme ça ou comme ça. Ça fonctionne et on laisse fonctionner. D'accord, donc la communication, elle n'est pas spécialement verbale, elle peut être aussi comportementale, etc. Elle peut être, voilà, absolument. Dans nos réactions, etc. Et une équation non verbale peut être infiniment plus forte, effectivement, qu'un discours fabriqué. Mais des fois c'est nécessaire. Quand on dépasse les bornes, c'est nécessaire. Alors que faut-il mettre en action pour se maintenir dans la bienveillance constante ? Dès que on fait une action plusieurs fois, l'habitude se crée. Répétition. La répétition. Vous prenez un thé 2 matins de suite, le troisième vous le prendrez, etc. L'habitude est prise. C'est vrai.
Le cerveau a une capacité de prendre l'habitude. C'est vrai. D'autant plus qu'il trouve la chose sympathique. Le fait d'être bienveillant est très sympathique. C'est une expérience très satisfaisante. Le fait de multiplier, naturellement, il ira de façon naturelle. Il ira de façon naturelle et qu'il y ait des compréhensions par la suite que ça fonctionne beaucoup mieux pour soi et pour les autres et dans le fonctionnement du système. Donc les choses s'intègrent naturellement. Comment pratiquer la sagesse envers soi pour bien l'orienter dans l'entreprise ? Faut commencer par là, effectivement. Commencer par là. Et le fait de découvrir, quand on est sur une base d'ouverture radicale, sans aucune considération intellectuelle, on arrive à une expérience de calme et de bienveillance qu'on intègre, dans lequel il y a une source, effectivement, de satisfaction incroyable. Et les personnes qui atteignent cet état en parlent comme étant leur propre nature. D'accord. Ils considèrent qu'ils sont en contact avec leur propre nature sans aucune construction conceptuelle. D'accord. Et cela est infiniment satisfaisant en termes d'expérience, cette ouverture non duelle. Et cette nature, on leur apprend à savoir la recontacter à chaque instant. Ils sont dans une réunion où ça part en vrille. Ils savent restaurer cette ouverture. Et imaginez un SDF qui sait que quand il veut, il peut retrouver un logement. Ça change son statut. D'accord. Donc dès qu'ils ont contacté à cela, ils sont sur une confiance radicale dans leur nature et ils sont naturellement plus bienveillants par rapport à eux parce qu'ils savent qu'ils sont cela au fond. D'accord, donc on peut pratiquer en comprenant cela, une forme de repos, de paix avec soi-même, Ça induit cela. Ça induit cela, d'accord. Oui, absolument. Vous avez d'autres conseils, notamment, pour justement pratiquer cette sagesse envers soi-même ? Vous avez d'autres choses ? Non, ça c'est une voie qui est incroyable, qui est incroyable et accessible et qui change radicalement la perception. Il y a des cas où il y a des larmes qui coulent lorsqu'il y a cette expérience parce qu'effectivement entre le monde de pression intellectuelle, de pression interne également, et cette détente absolue dans l'ouverture qui est une expérience incroyable, strictement incroyable. Waouh. Et ils considèrent que là est leur nature. D'accord. Le repos, l'ouverture. Alors, vous êtes le fondateur de l'Académie Conscience et Action, un programme de 3 stages dont on a parlé tout à l'heure en résidentiel pour la mise en pratique de l'ouverture à l'autre et l'engagement dans l'action. Alors, est-ce la prise de conscience du manque de sagesse en entreprise qui vous a conduit à créer cette académie, ou ce sont les cas que vous avez rencontrés qui vous ont conduit à remarquer ce manque, à installer ce programme, ainsi donc par finir par écrire votre ouvrage ? Bien, c'est un contact avec des individus, effectivement, et une conscience de problèmes dans l'entreprise. Les deux sont là. Aujourd'hui, c'est plus des individus qui viennent à ces stages que des entreprises. D'ailleurs, une entreprise n'a pas une capacité d'imposer ce genre de stage. Les rapports d'entreprise commencent à se développer et je développe par ailleurs des choses plus progressives. Le fait d'oser un changement de paradigme dans l'entreprise en termes de point de vue. Ce changement de point de vue va gérer des perspectives incroyables, mais il faut oser, même politiquement, il faut oser cela. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître et oser. Reconnaître, simplement, je peux amener à reconnaître. Exactement. Il faut oser. D'accord. Donc, ce que je fais également, c'est le fait d'introduire cette sagesse non intellectuelle sur des cas particuliers. D'accord. J'ai un manque de confiance par rapport au comité de direction. On va introduire quelque chose par rapport à ce sujet-là. D'accord. C'est plus limité et plus accessible. Donc, vous faites des stages avec des individus et vous allez aussi en entreprise pour des conférences. Des conférences, oui, absolument. Ça, de façon gratuite et ouverte pour faire comprendre cela. Et par ailleurs, des interventions plus formelles, sur des sujets particuliers. D'accord. Et également des accompagnements au niveau de la théorie U. C'est Charmer, c'est un Américain qui a constaté que sous pression, les individus prenaient toujours le même chemin de décision. Bien sûr, c'est rassurant. C'est rassurant, mais c'est pas une bonne chose en même temps. Donc la théorie est par rapport à un sujet particulier, par rapport à un projet, d'amener les gens à être sur une base de partage de ce qui est, et de descendre sur des bases non égotiques. D'accord. Et il parle à ce moment-là de sources d'inspiration. On est parfois sur les intuitions. Vous connaissez ça également, des fois. C'est ça, exactement. La question est de savoir provoquer ça de façon volontaire. Tout à fait. De se mettre dans l'état où cette
cette intuition, effectivement, naît naturellement. Donc les gens partagent ces intuitions et construisent ensuite des prototypes, etc. D'accord. Donc le principe est d'amener les personnes à des bases hypnagogiques où effectivement les émergences d'idées sont remarquables. D'accord. Vous faites aussi des one-on-one aussi? Oui, bien sûr. Du coaching personnel, des choses comme ça. Parce que c'est bien des fois, parce que quand on vient avec ses collègues dans ce type de stage, on se dit... certains n'ont pas forcément envie d'avouer qu'ils ont une certaine faiblesse, alors que quand on vient one-to-one, le travail est différent. Oui, mais dans les stages, j'ai beaucoup sur l'interentreprise. Et deux, on n'est pas sur des stages de développement personnel au sens de la prise de parole, etc. Aussi, c'est quelque chose qui est très profond. Et il y a une joie d'être avec l'autre et de voir les progressions de l'autre qui sont sur des bases de prise de parole différentes. C'est aussi une des richesses du non-intellectuel. J'ai eu récemment un prêtre dans ces stages. D'accord. Il fait partie d'une entreprise, quelque part, lui aussi. L'église est une entreprise, c'est une forme de communauté. Et effectivement, ce qui est intéressant dans cette différence culturelle, c'est qu'on amène des expériences et les personnes vont ensuite prendre une parole qui va être différenciée en fonction de leur culture. D'accord. Le but n'est pas d'introduire une culture, mais des expériences qui vont transformer l'individu. Ça, c'est important. C'est le témoignage. Il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucune requise, ni aucune connaissance induite. D'accord. On ouvre à certaines possibilités. Oui. Le témoignage peut aider certains aux autres. Absolument. Les autres, et cet aspect interentreprise ouvre à des vues différentes qui enrichissent l'individu. Rapproche et aussi sur une base d'ouverture. On est souvent sur une base de réduction au niveau d'une culture particulière, etc. Ne serait-ce que l'interentreprise participe un peu à cette ouverture. Oui. Alors, au bout du compte, Jean-Jacques Maillard, est-ce un manque ou un mal de sagesse qui sévit dans l'entreprise de nos jours? C'est un manque. C'est un manque. Oui, un manque crucial. Un manque crucial et oui. Ouais. D'accord. On l'applique dans le quotidien, mais dans l'entreprise, c'est tout un autre environnement et on ne sait pas comment l'appliquer. C'est ambigu. C'est ambigu parce qu'effectivement... les gens qui sortent de l'entreprise disent l'entreprise, il y a trop de pression, j'ai pas les moyens d'atteindre mes objectifs. C'est très fréquent pour les gens, j'ai pas les moyens d'atteindre mes objectifs. C'est individuel aussi. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on a d'autres enquêtes qui leur demandent quelles sont les meilleures choses pour vous qui sont passées cette année, ils prennent tous des exemples d'entreprises. C'est ça. Vous en parlez aussi. Oui. Donc là, ça paraît contradictoire. Oui, c'est ça exactement. Mais c'est dire que ils sont sous une pression, mais quand ils sortent de toute pression, de toute direction. Or, il n'y a de satisfaction que quand on est d'une direction, dans une motivation, dans un engagement. D'accord. Et donc ça est vraiment essentiel. Vraiment essentiel. Donc, on n'est pas en dehors nécessairement sur les bases de sagesse, malheureusement. On est sur quelque chose, un retrait par rapport à quelque chose, je ne dis pas c'est général, mais bien sûr. Sur une base de manque de direction. D'accord, ok. Qui est impératif. Qui n'est pas assez communiqué. Avez-vous eu des retours de lecteurs, Jean-Jacques Maillard, suite à la sortie de votre ouvrage, Sagesse en entreprise, qu'il soit sur les sujets traités ou les exercices pratiques et même vos expériences partagées? Il y a eu des retours. C'est vrai. Vous avez reçu des courriers? Quelques retours d'admirateurs. Des lettres. Mais parce qu'à la fin, vous précisez un email où on peut vous écrire. Absolument. Tout à fait. Oui, c'est l'ouverture. Exactement. Vous êtes prêt à accepter les feedbacks. Absolument. Vous en avez reçu donc? J'en ai reçu quelques-uns. Et en général, il y a des choses qui reviennent ou... Non, c'est assez divers. D'accord. Les illustrations sont divers et les retours sont divers. Oui. C'est un livre qui est considéré comme... où je prends du temps pour l'intégrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez partagé. Ensuite, sur les chapitres, il y a beaucoup de retours sur la bienveillance, sur le flow aussi. Ah oui. Sur la bienveillance et le flow, beaucoup de... Oui. La bienveillance, ça c'est exactement. Alors sur l'attention, il y a un vrai sujet. L'attention aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Alors l'attention les uns vers les autres ou l'attention focus? Le fait d'être pas focus au sens de la concentration, d'accord. Même si je travaille sur quelque chose, il est bon que je sois en ouverture à l'environnement. Ah oui, ça c'est important. Effectivement, dans nos mécanismes intellectuels, on est sur des bases où l'ensemble de nos perceptions sont d'une part très limitées, parce qu'intellectuellement, on va analyser chaque objet, donc c'est séquentiel et on a très peu d'informations sur une base intellectuelle. Lorsqu'on est basé dans l'intellectuel, on a une ouverture radicale de ce fait. La deuxième chose, c'est qu'à niveau intellectuel, l'ensemble des perceptions induit des signaux au niveau d'un endroit du cerveau, et à ce niveau, l'ensemble des connaissances et des croyances vont influer sur ce qui est créé en termes de perception.
Donc, nos perceptions sont infiniment plus influencées par nos connaissances et nos croyances que par l'expérience elle-même. C'est vrai, ouais. Donc, même au niveau de l'attention, il faut résoudre ça. Oui. Il faut résoudre ça. Et en termes de densité d'information pour adresser une base complexe, et d'autre part en termes de présence effective à ce qui est. Naturellement, on est sur les bases limitées et fausses. C'est pas très bon pour effectivement être capable de décider, d'ouvrir et d'agir. D'accord. Donc ça, l'attention, c'est le fait de régler ça, de régler ça et par là même de réduire toute pression. Pour ça. Du coup, il faut se sentir appartenir aussi. C'est important. L'appartenance est essentielle aussi. Oui. On existe en dépendance des autres, seul, voilà. Imaginez seul, voilà, on dépend par rapport aux vêtements, la nourriture, par rapport à tout un tas de choses. La façon de se comporter, exactement. On part plus vite d'une entreprise quand on se sent moins appartenir. Oui, ça, je veux bien croire. On part plus vite. Êtes-vous un grand lecteur? Je vois, j'observe. Comme vous, je note les expériences dans mon esprit. Êtes-vous un grand lecteur, Jean-Jacques? Je suis un lecteur. J'ai des phases où des phases où je lis beaucoup moins. D'accord. Et quel est votre moment favori de lecture, le matin, le soir, la nuit? À ce moment-là, c'est toute la journée. Quand vous trouvez le bon moment, vous le prenez? Lorsqu'il y a une finalité particulière. La lecture n'est pas systématique. Elle répond à un besoin, elle répond à une direction. D'accord. J'ai besoin d'approfondir quelque chose. Là, je vais lire effectivement. Et là, ça peut être une partie importante. Mais j'ai pas de nécessité de lire systématiquement tous les jours sous prétexte qu'il faut lire tous les jours. D'accord. Mais après, ça dépend. Quand on a l'habitude de lire, l'habitude. Ben voilà, c'est l'habitude. L'habitude se crée, exactement. Mais le fait du genre conceptuel, c'est aussi le fait de sortir des habitudes, de se libérer de ces parfois des carcans. Donc l'habitude a du bon. Oui, exactement. J'allais dire, il y a de bonnes habitudes quand même. Le fait de certains rituels est bon. Oui. Certains rituels, d'accord. Par exemple, vous prenez des contacts avec des chômeurs qui sortent un peu du système, qui mangent lorsqu'ils ont faim, qui dorment etc. Et là, ils perdent toute maîtrise de ce qui se passe. Et il faut remettre un cadre, une routine, voilà. Permet de les restructurer. Oui, c'est vrai. Donc, la routine n'est pas mauvaise en soi. Par contre, le fait de se limiter à des choses qui sont uniquement sur la base d'habitude, c'est un manque d'intelligence totale. C'est vrai, tout à fait. Par rapport à quelle que soit la situation, je fais la même chose. Oui, c'est ça. Il y a doute. Oui, on devient des robots. Sur l'intelligence. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement, justement? Qu'est-ce que j'ai lu? Oui, ça date? Ça date. Non, quand je lis, je suis sur plus ou moins en même temps. Oui, je connais ça aussi, je fais ça aussi. Je suis sur un thème et je multiplie les ouvrages au thème et je peux lire en parallèle. D'accord. Alors quel est le thème justement des ouvrages que vous avez lus? La vacuité. Incroyable. Et qu'est-ce que vous avez retenu du coup? Qu'est-ce que vous avez appris? Ça fait longtemps que je travaille sur le sujet. D'accord, Vous avez appris de nouvelles choses en tout cas? C'est ça, absolument. D'accord. Je sens un nouvel ouvrage à venir. Quel type d'ouvrage lisez-vous habituellement? Vous lisez des romans, des thèses, je lis ça peut être des thèses ou des synthèses de thèses. Les thèses sont parfois difficilement accessibles. Mais des livres sur le fonctionnement du cerveau, sur la spiritualité, c'est mon cœur de lecture, c'est mon cœur de lecture, ou l'aspect complexité, complexité d'entreprise entre autres. Vous lisez des livres? Est-ce que vous lisez aussi des articles justement? Des articles aussi beaucoup. Tout à fait, oui. Et podcasts, vous écoutez des podcasts? Ça m'arrive. Tout à fait. Merci à ce que vous faites. Merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant les podcasts parce que du coup, on a la possibilité d'écouter des choses qu'on n'écoute pas habituellement à la radio, des personnes qui ont eu des expériences justement. C'est bon, c'est bon de s'ouvrir. Tout à fait. Donc, il est bon d'être sur des terrains inconnus. Tout à fait. Tentons d'être totalement dehors. Oui, exactement. Et régulièrement de se mettre en dehors de ce connu pour ouvrir, pour interpeller, s'enrichir. Tout à fait. Oui. Quel type d'ouvrage pourriez-vous conseiller à nos auditeurs pour élargir justement leur champ de compréhension de la sagesse en entreprise, si vous en avez en dehors du vôtre, bien entendu. Alors, en dehors du mien, ce que je leur proposerais, c'est de les rencontrer et de leur faire des plantations. Parce qu'effectivement, c'est un chemin d'expérience. Et la meilleure chose, c'est de faire des expériences. D'accord. Le fait de lire sur le non intellectuel, bien, d'accord. Théorie. Et voilà, la théorie, je fais beaucoup de théorie sur le non intellectuel. Bravo.
C'est ça. Donc, je peux passer à entreprise ou pour des groupes de chez moi ou ailleurs, dans l'entreprise ou ailleurs. Il n'y a pas de problème, c'est gracieux, etc. Et ça permet des compréhensions de façon courte de ce qui est vraiment accessible et des changements qui sont d'accord. D'accord. Très bien, bien vu. Est-ce que vous avez un livre de chevet? Oui. La marche vers l'éveil. De qui? De Shantideva. D'accord. Et ça parle de... Pas du tout. Je vais tenter de découvrir, bien entendu. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on conseille à chaque fois, à chaque fin d'année ou au début de saison, les livres que les auteurs ont proposés. Donc, ok. Et donc, ça vous a ouvert l'esprit? Ça ouvre l'esprit, c'est... Il ne veut pas nous en dire plus, on va lire le livre. Est-ce que vous prévoyez d'écrire un nouvel ouvrage sur la sagesse? Parce que j'ai vu que vous avez écrit un roman aussi avec d'autres personnes, non? J'ai écrit des choses avec d'autres personnes dans le cas d'entreprise. Des romans, dans le cas d'entreprise, des ouvrages plus techniques. Oui, c'est ça. Certains me disent, ce serait bien que tu fasses quelque chose sur l'individu plus. Ça serait génial. Ce serait bien, ça serait franchement. L'individu vers la communauté. Je sais pas, je vous donne une idée. Oui, ça serait très intéressant, super. Merci beaucoup Jean-Jacques Maillard d'être venu dans nos studios. Merci pour cet ouvrage très intéressant, Sagesse en entreprise vers un leadership durable. Ce que j'aime bien, c'est que vous n'imposez pas des conseils, vous laissez vos expériences et ce que vous avez vu permettre aux gens de faire leur propre solution en fait. C'est leur propre choix. Oui, on l'a compris même dans l'interview d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Jacques Maillard et à très bientôt sur MM Radio pour une prochaine émission Lecture. MM Radio.